Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons présenter le principe d'inertie. Alors, le principe d'inertie, c'est un postulat de la physique extrêmement important, découvert par Newton. On l'appelle la première loi de Newton. Alors, l'introduction, en 1687, le physicien anglais Isaac Newton énonce un principe qui établit un lien entre force et mouvement. Ce principe est appelé principe d'inertie ou première loi de Newton. Alors, qu'est-ce qu'un principe? Bien, un principe, c'est une affirmation qui est vérifiée par l'expérience et en fait, aucune expérience ne l'a jamais invalidé. C'est ça un principe. C'est quelque chose qui ne se démontre pas. Alors, on va affiner la notion de modélisation d'un système par un point en précisant ce qu'est le modèle du point matériel. Alors, soit un système de masse petit m, voilà, il est représenté de façon quelconque, et on choisit un point grand M du système. Alors, on peut modéliser le système par un point grand M, ce fameux point grand M ici. J'ai dessiné le système en pointillé parce que j'ignore le système et j'ai choisi de représenter le système par un point grand M de masse petit m. Donc, autrement dit, au point grand M, j'affecte la totalité de la masse du système, petit m. On dit qu'on a créé un point matériel, grand M, de masse petit m, qui modélise le système de masse petit m. Donc, par souci de simplification, un système peut être modélisé par un point auquel on associe la masse petit m du système. C'est le modèle du point matériel. Donc, on est allé plus loin que la modélisation par un point. Maintenant, on fait intervenir la masse du système que l'on affecte au point grand M. Et on l'appelle, ce point grand M, un point matériel. Alors, on va envisager des situations particulières de mouvement, des situations d'immobilité et de mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce que ces situations interviennent dans l'énoncé du principe d'inertie que l'on verra tout à l'heure. Donc, l'énoncé du principe d'inertie va mettre en jeu deux situations particulières de mouvement d'un point matériel dans un référentiel donné. L'immobilité et le mouvement rectiligne et uniforme que l'on se propose de décrire en termes de vecteur vitesse. Alors, première situation, immobilité. Voici un point matériel. Et en termes de vecteur vitesse, puisque c'est immobile, eh bien, dans le référentiel d'observation, c'est que le vecteur vitesse de ce point matériel est égal au vecteur nul. Deuxième situation, situation de mouvement rectiligne et uniforme. Donc, vous avez différentes positions du point matériel avec les vecteurs vitesse en ces différentes positions. On constate que le vecteur vitesse V, dans cette situation, garde la même direction, et toujours la même direction, le même sens, donc de gauche à droite, et la même valeur, c'est-à-dire que les flèches représentatives des vecteurs vitesse ont la même valeur. Mais dans cette situation, V est différente du vecteur nul. Donc, si l'on veut globaliser les deux situations, on constate que le vecteur V ne varie pas. C'est-à-dire que le fait que V ne varie pas globalise les deux situations d'immobilité et de mouvement rectiligne et uniforme. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que si V ne varie pas, alors il y a immobilité ou mouvement rectiligne uniforme. Et s'il y a immobilité ou mouvement rectiligne uniforme, cela veut dire que V, vecteur vitesse, ne varie pas. C'est traduit par une équivalence logique. Alors, nous allons étudier une situation pratique amenant, qui va nous permettre
d'arriver au principe d'inertie. Pour cela, on va exploiter une situation, le jeu de air hockey. Alors, en quoi ça consiste? Voici une image d'une table de jeu de air hockey. Ce jeu consiste à marquer des buts en poussant un disque appelé palais, voilà le palais, glissant pratiquement sans frottement sur une table horizontale, voilà la table, grâce à une insufflation d'air. Donc, cet air est injecté par les petits trous que vous voyez là, qui soulèvent le palais, donc il y en a en dessous du palais, qui soulève le palais très légèrement au-dessus de cette table, et qui permet au palais de glisser ainsi, sans frottement quasiment, sur la table, donc très facilement. L'expérience montre que le mouvement du palais, assimilé à un point matériel, est rectiligne et uniforme. C'est-à-dire que si avec un poussoir on a poussé le palais, il continue sa route et que le centre du palais suit un mouvement rectiligne et uniforme. C'est l'expérience qui peut montrer en pointant le centre du palais. Alors la question que l'on se pose, c'est dresser un bilan de force s'exerçant sur le palais dans deux situations, immobilité et mouvement rectiligne uniforme, et de trouver la relation entre ces forces. Les hypothèses que l'on formule, c'est que l'action de l'air est négligeable et que le palais est modélisé par un point matériel. Alors voilà une première situation d'immobilité. J'ai dessiné donc une table qui est horizontale sur laquelle on a disposé le palais et il est modélisé par un point. Voici le point, le centre du palais. Il est immobile et donc on sait, d'après ce que l'on a vu au chapitre précédent, que les deux forces auxquelles il est soumis, c'est-à-dire le poids du palais et la force exercée par la table sur le palais, que ces deux forces se compensent. C'est-à-dire que vecteur F exercé par la table du palais plus le vecteur P est égal au vecteur B. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans une situation d'immobilité, dans le cas où un système était soumis uniquement à deux forces et était immobile dans un référentiel de l'air. Envisageons maintenant une situation de mouvement rectiligne et uniforme. Alors, vous voyez que cette fois-ci, le système avance avec un vecteur vitesse V différent du vecteur nul, mais toujours le même, qui garde la même direction, le même sens et la même valeur. On a schématisé les forces qui s'exercent sur le palais au cours du mouvement. Ces forces sont toujours les deux types de forces que l'on a envisagées dans la situation d'immobilité, c'est-à-dire le vecteur poids vertical orienté vers le bas et le vecteur F table sur palais vertical orienté vers le haut. Et au cours du mouvement, on a aussi F exercé par table sur palais plus vecteur P égale vecteur A. Alors ici, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immobilité. Alors, cette situation de force qui se compense s'applique aussi au cas où il y a mobilité, où il y a un mouvement rectiligne uniforme du palais. En effet, si la force exercée par la table sur le palais était inférieure en valeur au poids, eh bien, le palais s'enfoncerait. Si au contraire, la force exercée par la table sur le palais avait une valeur supérieure au poids, le palais s'envolerait. Donc, comme il ne fait ni l'un ni l'autre, il ne s'enfonce pas, il ne s'envole pas, eh bien, il est logique de penser que là encore, les deux forces F table sur palais et vecteur P se compensent.
Ces deux situations vont nous amener à l'énoncé du principe d'inertie. Alors, énoncé du principe d'inertie. La situation donc du palais de R, où deux forces seulement intervenaient, est généralisable à un système modélisé par un point matériel et soumis à un nombre quelconque de forces qui se compensent. Ça peut être 3, 4, 5, ce que l'on veut. On obtient alors le principe d'inertie, vérifié dans des référentiels particuliers que l'on appelle référentiels galiléens. Des exemples de référentiels galiléens, on admettra que le référentiel terrestre est galiléen, c'est-à-dire que dans ce référentiel, le principe d'inertie, que l'on n'a pas encore énoncé, est valable. De même dans le référentiel géocentrique et héliocentrique. Alors, comment va s'énoncer le principe d'inertie? Alors, le principe d'inertie s'énonce à l'aide de deux propositions, A et B, qui sont données ici, qui sont encadrées en pointillés. Alors, cette première situation, c'est qu'on suppose que la proposition A décrit une première situation. Dans un référentiel galiléen, on suppose que le vecteur vitesse d'un système réduit à un point matériel ne varie pas. C'est-à-dire que le système est immobile ou bien en mouvement rectiligne et uniforme. Alors, le principe d'inertie postule que si l'on est dans cette situation, alors les forces qui s'exercent sur le système se compensent, c'est-à-dire que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul, ce qui constitue la proposition B. Voilà la première partie du principe d'inertie. Il postule que la proposition A implique la proposition B. Mais réciproquement, le principe d'inertie postule aussi que si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, c'est-à-dire si la somme des vectorielle des forces est égale au vecteur nul, alors le vecteur vitesse du système ne varie pas, c'est-à-dire que le système est immobile ou en mouvement rectiligne et uniforme. C'est bien la situation que nous avions rencontrée précédemment pour deux forces, c'est-à-dire que précédemment, nous avions vu que nous avions eu une situation d'immobilité et de mouvement rectiligne uniforme pour un système soumis à deux forces. À ce moment-là, on avait vu que les forces se compensaient, c'est bien cette partie-là du principe d'inertie que nous avions évoqué précédemment, et que réciproquement, évidemment, si les forces se compensent, c'est-à-dire que les deux forces, poids et force exercées par la table sur le palais se compensent, alors le vecteur vitesse ne varie pas. Donc, l'exemple précédent a bien introduit dans toute sa généralité le principe d'inertie, qui s'énonce donc sous la forme d'une équivalence logique entre deux propositions, qu'on appelle A et B. Proposition A, la voici, proposition B, la voici. Alors, nous allons présenter deux situations où nous allons montrer comment on applique le principe d'inertie, comment on l'exploite. Première situation, on connaît le mouvement d'un système dans un référentiel galiléen, le référentiel terrestre par exemple. On propose de trouver des informations. Le principe d'inertie va nous permettre de trouver des informations sur les forces appliquées à ce système. Alors, présentons la situation. On a pointé à l'aide d'un logiciel un point d'un système parachutiste plus équipement à des intervalles de temps égaux. On a trouvé la répartition des positions du système modélisée par un point matériel. Voici les points rouges, c'est-à-dire c'est des positions du système à des intervalles de temps égaux. Connaissant donc ces informations sur le mouvement, la question que l'on se pose, c'est la suivante. Les forces s'exerçant sur le système se compensent-elles? On demande de justifier, sous-entendu, à l'aide du principe d'inertie.
et l'on demande de représenter de façon pertinente les forces qui s'exercent sur le parachutiste, système parachutiste plus équipement, sans souci d'échelle. Un élément de réponse. Ici, on connaît le mouvement, c'est-à-dire les positions successives à des intervalles de temps égaux. Le mouvement du système, on voit très bien qu'il est rectiligne et uniforme. Rectiligne, pourquoi? Parce que les positions sont alignées et régulièrement espacées. Donc, puisqu'il est rectiligne uniforme, c'est le cadre de la proposition A du principe d'inertie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, d'après le principe d'inertie, les forces exercées sur le système se compensent. Voilà la réponse à la question. Donc, le fait qu'on connaisse le mouvement et qu'il est rectiligne uniforme nous a permis, d'après le principe d'inertie, à dire que les forces exercées sur le système se compensent, c'est-à-dire que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur. Alors, évidemment, on va représenter ces forces. Il suffit de faire un bilan des forces. Il y a toujours l'action de la Terre sur le point matériel qui est modélisé par la force poids. Et d'autre part, il y a la force exercée par l'air sur le système qui est opposée à la force P, c'est-à-dire que vecteur P plus FR sur système égale vecteur nul. Vous voyez très bien que ces deux forces ont même direction, des sens opposés, et qu'elles ont même valeur. Voilà donc l'exploitation du mouvement qui nous a permis, d'une part, à affirmer que les forces s'exerçant sur le système se compensent, et puis nous avons fait le bilan des forces sur le parachutiste, sur le point matériel modélisant le parachutiste. Deuxième situation, cette fois-ci, c'est l'inverse. Nous connaissons les forces appliquées à un système, on veut trouver, en exploitant le principe d'inertie, des informations sur le mouvement de ce système. Présentons la situation. Il s'agit d'un glaçon, voici le glaçon, glissant sans frottement sur une table horizontale et qui est soumis à deux forces que l'on décrit, le vecteur poids et la force exercée par la table sur le glaçon. On suppose que ces deux forces se compensent et que l'on peut donc écrire vecteur P plus vecteur table F table sur glaçon est égal au vecteur nul. Question, que peut-on dire alors du mouvement du glaçon? Et l'on demande la justification, sous-entendu en exploitant le principe d'inertie. Alors, la réponse, c'est que cette fois-ci, on sait que les forces se compensent, c'est-à-dire c'était l'affirmation P du principe d'inertie. D'après le principe d'inertie, eh bien, il y a soit immobilité, soit mouvement rectiligne et uniforme. Comme le glaçon glisse, c'est qu'il est en mouvement, il n'y a pas immobilité. Donc, nécessairement, le mouvement du glaçon est rectiligne uniforme. Vous voyez donc qu'à partir de l'information sur les forces, c'est-à-dire les forces se compensent, le principe d'inertie nous a permis de montrer que de prévoir que le mouvement du glaçon, le point matériel qui est modélisé par que modélise le glaçon, est en mouvement rectiligne et uniforme. Forme contraposée du principe d'inertie. Alors, rappelons le principe d'inertie très brièvement. Il s'exprime sous la forme d'une équivalence logique qui consiste à dire que si le vecteur vitesse d'un système ne varie pas, c'est-à-dire s'il y a immobilité ou un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire ce qui constitue une proposition que je vais appeler A, alors les forces s'exerçant sur le système se compensent, position B, et réciproquement. C'est-à-dire que si les forces s'exerçant sur un système se
compense, alors le vecteur vitesse ne varie pas. C'est-à-dire qu'il y a immobilité ou mouvement rectiligne uniforme. Alors, le problème, c'est que les situations d'immobilité et de mouvement rectiligne uniforme ou de force qui se compensent sont très particulières. Elles n'arrivent quasiment jamais ou presque jamais. Donc, comment exploiter le principe d'inertie lorsque le vecteur vitesse varie, c'est-à-dire lorsqu'on n'a ni immobilité ni mouvement rectiligne uniforme, ou bien lorsque les forces ne se compensent pas. Dans ces situations plus fréquentes, on utilise alors la forme contraposée du principe d'inertie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Exprimons le principe d'inertie sous une forme contraposée. Vous voyez que c'est encore sous une forme d'équivalence logique, mais cette fois-ci, entre deux propositions. La première proposition de gauche représente la négation de B. En effet, regardons. Dans un référentiel galiléen, on suppose que les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. C'est-à-dire, c'est bien la négation de la proposition B. C'est-à-dire que la somme vectorielle des forces est différente de 0. Eh bien, le principe, la contraposée du principe d'inertie nous dit que cette proposition-là implique que, alors, le vecteur vitesse varie du système. C'est-à-dire que le système n'est alors ni immobile, ni en mouvement rectiligne et uniforme. Et nous voyons bien que c'est bien la négation de A, puisque A, c'était le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse ne varie pas. Le contraire, c'est le vecteur vitesse varie. Il y a immobilité ou mouvement rectiligne uniforme. Le contraire, c'est que le système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme. Donc, autrement dit, on voit qu'il y a équivalence logique entre les propositions contraires de A et de B. Voilà en quoi consiste la forme contraposée du principe d'inertie. Et c'est encore sous la forme d'une équivalence logique. Donc, on utilisera la contraposée du principe d'inertie dans les cas où la somme vectorielle des forces n'est pas nulle, c'est la négation de B, ou dans les cas où le vecteur initial varie, c'est la négation de A. Alors, voyons comment on va utiliser la forme contraposée. On va utiliser deux situations. À exploitation de la forme contraposée du principe d'inertie. Première situation que l'on va présenter, on ne connaît pas la somme vectorielle des forces et on va demander de trouver le mouvement. Alors, voyons ici la situation que l'on va exposer. Les forces s'exerçant sur un skieur, par exemple celui-là, lors d'une course de ski de fond, sont représentées ci-contre. Vous voyez, trois forces. P, R et F. Alors, la question 1, associer à chacune des forces, schématisée ci-avant, l'action qu'elle modélise. Et on propose, dans le désordre, trois actions. Alors, on voit très bien que l'action que P, vecteur P, modélise l'action de la Terre. Que la force R, ici, c'est quelque chose qui est vertical dirigé vers le haut, on sent que c'est quelque chose qui s'oppose à l'enfoncement du skieur dans le sol. Donc, cette force R modélise l'action du sol. Et d'autre part, il y a l'action de la neige. L'action de la neige est modélisée par petit f, c'est-à-dire ce qu'on appelle une force de frottement. Voilà la réponse. Le poids P modélise l'action de la Terre sur le skieur, une action attractive, gravitationnelle. La force R modélise l'action du sol sur le skieur, qui empêche le skieur de s'enfoncer.
Et la force petit f, qui est horizontale et opposée au mouvement du skieur, eh bien, c'est ce qu'on appelle une force de frottement. C'est cette force qui va être à l'origine du freinage du skieur. Passons maintenant à l'application de l'exploitation de la contraposée du principe d'inertie. La question que l'on pose, c'est le mouvement du skieur est-il rectiligne et uniforme, justifié? Pour savoir s'il est rectiligne et uniforme, eh bien, il faut avoir des informations sur les forces, et nous les avons. C'est-à-dire qu'on va se poser la question sur est-ce que la somme vectorielle des forces n'est pas nulle ou bien est nulle. On voit très bien que que les forces P et R telles qu'elles sont représentées sont opposées, donc que le vecteur P plus le vecteur R est égal au vecteur nul, donc que la somme vectorielle des trois forces qui s'exercent sur le skieur, vecteur P plus vecteur R plus vecteur F, est égale à vecteur nul, parce que vecteur nul c'est P plus R, plus vecteur F égale vecteur F. Alors le vecteur F est différent du vecteur nul. Donc, la somme vectorielle des forces s'exerçant sur le skieur dans cette situation est différente du vecteur nul. Donc, d'après la contraposée du principe d'inertie, c'est-à-dire que ça c'est la proposition de négation de P, eh bien le vecteur vitesse varie nécessairement. C'est-à-dire qu'on peut prévoir que le vecteur vitesse va varier. C'est-à-dire que s'il varie, il n'y a ni immobilité, ni mouvement rectiligne uniforme. Que conclure? Eh bien, puisque le mouvement du skieur n'est pas rectiligne et uniforme, nécessairement. Il ne peut pas être immobile ici. Donc, il est nécessairement rectiligne et uniforme. Car s'il était immobile, eh bien, la somme des forces compenserait, ce qui n'est pas le cas. Donc, nécessairement, il n'est pas rectiligne et uniforme, mais il y a mouvement tout de même. Une situation où l'on connaît maintenant le mouvement. Donc, on la présente. Si après l'ensemble des positions successives du point matériel, qui modélise un palais de hockey sur glace, ces positions sont séparées par des durées égales dans un référentiel terrestre supposé Galilée. C'est-à-dire on a le droit d'appliquer le principe d'inertie. Et sa contraposée aussi. Le mouvement a lieu de la gauche vers la droite. Alors, la question est la suivante. Que peut-on dire de la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le palais pris comme système? Alors, on a le mouvement, on peut essayer de le décrire. Ce mouvement est rectiligne. Hein, c'est normal, les positions sont alignées. Hein, successives sont alignées. Mais il est non uniforme. Pourquoi? Parce que les intervalles de temps, les espaces parcourus, eh bien, pendant des durées égales, ne sont pas égaux. On voit très bien qu'il est décéléré. Donc, le mouvement est rectiligne décéléré. Alors, on va essayer de prévoir quelle est la somme vectorielle des forces. Ici, on connaît le mouvement. Ce mouvement est rectiligne décéléré. Donc, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. C'est la proposition non B. D'après la contraposée du principe d'inertie, la somme vectorielle des forces est différente du vecteur nul. C'est-à-dire que les forces ne se compensent pas. Nous avons bien répondu à la question, hein, que peut-on dire de la somme vectorielle des forces à partir de la connaissance du mouvement en utilisant la contraposée du principe d'inertie. Cas particulier de la chute libre à une dimension. Alors, qu'est-ce qu'une chute libre? Donnons-en la définition. Un système est en chute libre dans le référentiel terrestre s'il est soumis uniquement à son poids P.
Peut-on réaliser une chute libre au voisinage de la Terre? Alors, je pose une question pour pouvoir répondre à cette question. La question peut-on réaliser une chute libre au voisinage de la Terre? La question est la suivante. Quelle force s'exerce sur un parachutiste qui se lance depuis un avion? Conclure. Alors, si on fait le bilan des forces qui s'exercent sur le parachutiste, il y a le poids, et on sent très bien qu'il y a une force exercée par l'air sur le parachutiste qui a déployé le parachute et qui freine le parachutiste dans sa descente. Cette force, on l'appelle vecteur F, exercée par l'air sur le parachutiste. Donc, est-ce une chute libre, cela? Eh bien non, puisque en plus du poids, il n'y a pas que le poids, il y a aussi la force exercée par l'air sur le parachutiste. Donc, ce mouvement, le mouvement du parachutiste n'est pas un mouvement de chute libre. Conclusion, on ne peut pas réaliser une chute libre au voisinage de la Terre, car il y a toujours l'air, il est toujours présent, et l'action de l'air sur un système est inévitable. Donc, au voisinage de la Terre, en toute rigueur, on ne peut pas réaliser une chute. Néanmoins, posons-nous une question. Quelles conditions faudrait-il réaliser pour qu'une chute soit libre? Eh bien, évidemment, puisque l'air c'est gênant, il faudrait supprimer l'air. Donc, réaliser un vide poussé. Pour ça, évidemment, on ne peut pas aspirer tout l'air, enlever l'atmosphère, c'est impossible. Par contre, localement, au laboratoire, on peut réaliser une chute quasiment libre dans un tube où l'on a réalisé un vide très poussé, que l'on appelle un tube de Newton. Et dans ce cas-là, il y a une balle, une bille à l'intérieur, il y a des plumes, il y a des choses comme ça, des objets à l'intérieur, que si l'on retourne le tube de Newton, eh bien, il va y avoir une chute libre des objets qui sont situés à l'intérieur, car on aura réalisé un vide très poussé. Si l'on regarde maintenant une situation qui a été vécue par les astronautes d'Apollo 9 en 1969, eh bien, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, si on lâche un corps au-dessus du sol lunaire, il va tomber en chute libre, car il n'y a pas de force de frottement. Peut-on avoir une information sur un mouvement de chute libre à l'aide du principe d'inertie? Voilà la question qu'on se pose. Alors, je pose donc la question, que peut-on dire du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel en chute libre? Justification. On attend d'exploiter le principe d'inertie. Conclure sur la nature du mouvement de chute libre. Alors, un élément de réponse. On fait, puisque on veut connaître le mouvement, on veut prévoir un petit peu que va être le mouvement d'un corps en chute libre, eh bien, on va faire un bilan de force. Et si la somme des forces est nulle, à ce moment-là, il y aura un mouvement uniforme. Si la force n'est pas nulle, si la somme des forces n'est pas nulle, il n'y aura pas de mouvement rectiligne et uniforme. Donc, autrement dit, on fait le bilan des forces. Il n'y a que le poids pour la chute libre. Pourquoi? Parce que par définition, une chute libre, c'est le mouvement d'un corps, c'est un mouvement d'un corps sous le seul effet de son poids. Il n'y a que la force P qui intervient. Est-ce que lorsqu'il n'y a que le poids, est-ce que la somme des forces est égale à vecteur nul ou non? La somme vectorielle des forces est égale à P. Donc, comme P est différent de 0, la somme vectorielle des forces est différente de vecteur nul. Conclusion, d'après la contraposée du principe d'inertie, le vecteur vitesse V va varier. Donc, un mouvement de chute libre n'est pas rectiligne et uniforme. Il n'est pas rectiligne et uniforme.
Autrement dit, on va admettre le résultat, c'est grâce au principe d'inertie, mais on peut le prouver aussi en faisant des photos successives du mouvement. Le vecteur vitesse d'un système en chute libre varie entre deux instants voisins. Alors, on dit entre deux instants voisins, en fait, il varie à tout instant. Donc, ça veut dire qu'entre deux instants très voisins, on peut déceler une variation du vecteur vitesse. Quelques exemples de chute libre. Premier exemple, une chute libre sans vitesse initiale. Alors, ça, c'est une chronophotographie d'un mouvement de chute libre sans vitesse initiale. C'est-à-dire qu'on a pointé, image par image, un objet en chute libre. Et bien entendu, un petit commentaire, ce mouvement, il est rectiligne, vertical, et on voit très bien qu'il n'est pas rectiligne et uniforme, comme on s'y attendait, il est rectiligne accéléré. Deuxième exemple de chute libre, une chute libre avec vitesse initiale verticale vers le haut, c'est la phase de montée. On lance un caillou verticalement et on voit, on a représenté le vecteur vitesse initiale, vecteur V0 ici. On voit ici très bien qu'il ne s'agit pas non plus d'un mouvement rectiligne uniforme, on s'y attendait, que c'est un mouvement ici rectiligne, dans ce cas-là, qui est décéléré et qui est de direction verticale. Troisième exemple de chute libre, vous voyez que là, cette fois-ci, c'est une chute libre avec vitesse initiale inclinée. Le vecteur V0 est incliné. Cette fois-ci, le mouvement n'est pas rectiligne. Il n'est pas uniforme non plus. Si on regarde en détail, les espaces parcourus vont diminuer en montant pendant des intervalles de temps égaux et vont augmenter à la descente. Donc, vous voyez, on a donné 3 exemples de chute libre. Alors, le programme veut que l'on ne retienne que la chute libre à une dimension. Qu'est-ce qu'une chute libre à une dimension? Il faut le retenir, une chute libre à une dimension est un mouvement rectiligne vertical. C'est-à-dire que nous sommes dans ce cas-là ou ce cas-là. Alors, soit sans vitesse initiale, ça c'est le cas d'une chute libre sans vitesse initiale, soit avec une vitesse initiale. Ici, nous avions donné l'exemple d'une vitesse initiale vers le haut. Nous pouvons aussi avoir un vecteur vitesse initiale vers le bas, c'est-à-dire qu'on lance un caillou verticalement vers le bas. Autrement dit, donc, récapitulons, une chute libre à une dimension est un mouvement rectiligne vertical. Il est obtenu soit sans vitesse initiale, cas de gauche, soit avec une vitesse initiale de direction verticale, soit vers le haut, comme ici, soit vers le bas. Nous n'avons pas envisagé ce cas. Voilà, eh bien la leçon est terminée. Je vous remercie.